Des champs magnétiques entourent les cercles et on peut trouver en ligne des vidéos de personnes qui y pénètrent. Leurs mains commencent à rougir. Il leur arrive des choses étranges. L'IA vient de décoder un message codé dans un crop circle, et ce message est incompréhensible, ni pour les scientifiques, ni pour les ingénieurs qui ont conçu le système. Et après ce que vous allez entendre, vous ne le comprendrez plus non plus. L'IA de reconnaissance de forme. La plus avancée jamais créée a été alimentée par des milliers de symboles, d'écritures anciennes, de structures mathématiques et de données cryptées. Des sphéroïdes métalliques microscopiques entouraient les cercles. Il a tout décodé sans scier. Puis, elle a percuté un crop circle, sans s'écraser ni dysfonctionner. Elle a parfaitement décodé la structure et a identifié le message, à l'intérieur comme n'appartenant à aucune catégorie connue d'origine humaine ou naturelle. Quel que soit le message, il est exprimé dans une langue inconnue. Et c'est là que l'histoire devient très troublante, très rapidement, ce que la machine a réellement découvert. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de bien comprendre un point. Le titre de cette vidéo indique que l'IA a décodé un code. Et c'est vrai, mais voici le point que personne n'explique correctement. L'IA n'a pas décodé le message. Elle a décodé l'existence même du message. Cette distinction n'est pas un détail technique. C'est l'essentiel. Et c'est pourquoi les chercheurs qui ont mené cette expérience n'ont pas trouvé le sommeil depuis. Car découvrir qu'une entité tente de communiquer ne signifie pas comprendre ce qu'elle dit. L'une de ces choses est exaltante. L'autre, celle qui s'est produite ici, est plus proche de l'angoisse. Nous reviendrons sur cette distinction. Elle prendra toute son importance au milieu de cette histoire. Pour l'instant, revenons à la genèse de ce laboratoire. Le projet était désigné dans sa documentation officielle comme une initiative de reconnaissance de formes neuronales. L'objectif était de concevoir une machine capable d'analyser et de comprendre n'importe quel motif visuel, humain ou naturel. Non seulement de le reconnaître, mais aussi de le catégoriser, d'en extraire la logique et de l'intégrer à son contexte sémantique approprié. Pour entraîner le système, l'équipe a constitué un ensemble de données inédits. Des symboles anciens de la civilisation maya, des motifs géométriques complexes des mandalas tibétains, des plans architecturaux détaillés de cathédrales gothiques, des visualisations scientifiques haute résolution, dont les données de télémétrie orbitale de la NASA, des milliers d'exemples d'art humain complexes remontant à 5 ans d'histoire écrite. Autant d'exemples que le système a rencontrés. À la fin de son entraînement, il n'existait pratiquement aucun motif visuel humain qui lui soit inconnu. Et les premiers tests l'ont confirmé. Soumettez-lui n'importe quelle image et, en quelques millisecondes, il en donne une classification fiable. Tous les tests ont été réussis. Tous les résultats étaient clairs et logiques. Les chercheurs étaient commençant à croire qu'il s'agissait peut-être du projet le plus rigoureux qu'ils aient jamais mené. C'est précisément là que l'histoire prend une tournure inattendue. L'alarme, que personne n'a remarqué, s'est déclenchée un après-midi. Ce n'était ni une expérience planifiée, ni un test programmé. Quelques chercheurs, par simple curiosité, ont pensé qu'il serait amusant de voir, juste pour un instant, au milieu d'une longue semaine. Ils ont téléchargé une poignée d'images de crop circles sur Internet et les ont ajoutées à la file d'attente des tests. Personne n'a prévenu le reste de l'équipe. L'ambiance était détendue. Quelqu'un dans la pièce a dit « Voyons voir s'ils appellent ça une blague ». La première image a été traitée. L'IA s'est mise en marche et immédiatement, quelque chose a changé. Alors que le système fournissait habituellement un résultat en moins d'une seconde, il a marqué une pause. Un bref instant, mais suffisant pour que 2 ou 3 personnes lèvent les yeux. Une deuxième image a été traitée, puis une troisième. Et pour la première fois dans toute l'histoire de ce projet, un signal d'alerte est apparu sur l'écran de surveillance. Un pic d'entropie algorithmique, un phénomène inédit pour le système. Ce signal n'était pas normal. Il s'agissait d'une alerte système majeure, intégrée à l'architecture du système spécifiquement pour ce scénario. La détection de données, si éloignée des limites de l'ensemble d'entraînement que le système ne pouvait les intégrer à aucun cadre connu. En clair, c'était une alarme numérique déclenchée par la machine face à des données incompréhensibles. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Car voici ce qu'il faut comprendre du fonctionnement réel des systèmes d'IA comme celui-ci. Ils ne se laissent pas facilement tromper. Ils sont conçus spécifiquement pour gérer l'incertitude et formuler l'hypothèse la plus plausible, même lorsque les données sont incomplètes ou ambiguës. Présenter à un système bien entraîné un élément qu'il n'a jamais vu
et il trouvera la catégorie la plus proche et vous fournira un résultat assorti d'un score de confiance. C'est ainsi qu'il est conçu. C'est son comportement habituel. Mais ce système ne fonctionnait pas ainsi. Les pics d'entropie se succédaient sans cesse. Et lorsque l'équipe a chargé davantage d'images, plus d'une douzaine de photographies de crop circle diffusées en séquence, le comportement du système a basculé vers quelque chose d'inexplicable. C'était comme si la machine s'était heurtée à un mur invisible et que plus personne ne riait. Inclassable. Soyons précis sur ce qui s'est réellement passé, car cela pourrait passer pour un simple bug technique, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi ce n'en était pas un. L'IA n'était pas en difficulté à cause de la faible qualité des images. Il s'agissait de photographies aériennes, haute résolution, nettes, détaillées et sans ambiguïté, dont les motifs présentaient toutes les qualités requises. Le système était conçu pour reconnaître et exploiter une symétrie parfaite. Oui, une structure géométrique claire. Oui, une répétition mesurable et une complexité à plusieurs niveaux. Oui, une précision mathématique égale, voire supérieure, à celle de l'ensemble d'entraînement. Oui, chaque caractéristique mesurable était présente. Chaque condition de catégorisation était remplie. Et pourtant, le système, après avoir tout analysé, a systématiquement renvoyé la même réponse. Ceci n'appartient à aucune catégorie connue. Des alertes rouges et jaunes ont commencé à clignoter sur les écrans de surveillance de l'IA. Le système a affiché des messages d'état que l'équipe n'avait jamais programmés. Et puis, finalement, le mot qui a tout figé. Incatégorisable. Personne au laboratoire n'avait jamais vu ce mot à l'écran. Ce système n'était pas conçu pour abandonner. Il n'était pas conçu pour dire « je ne sais pas ». Il était conçu pour fournir un résultat, au minimum une approximation, une solution de repli, une supposition. Or, il n'y avait aucune supposition. Et c'est là que le bas blessait. C'est là que l'expérience a cessé d'être une simple parenthèse, pour devenir une affaire dont personne ne pouvait se détacher. Si l'IA avait été réellement désorientée, cela se serait vu dans les données. Les systèmes désorientés produisent des résultats erratiques, des suppositions erronées, des classifications incohérentes, le genre de bruit que l'on obtient lorsqu'une machine est en pleine dérive. Mais ce système ne produisait aucun bruit. Il produisait exactement le même résultat, avec une clarté et une cohérence absolue pour chaque image, dans le seul langage propre aux machines. Il disait « Je vois la structure, je peux confirmer la présence de quelque chose ». Maese qui avait produit ce résultat n'appartenait pas au monde que j'avais été formé à comprendre. Personne n'avait programmé cette réponse. Le système y était parvenu de lui-même. Si vous regardez ceci et que vous pensez que ce n'est pas possible, pourquoi n'y en a-t-il pas? Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car la suite de cette histoire révèle un phénomène que personne au sein de ce laboratoire n'a pu expliquer publiquement. Et nous allons tout vous dévoiler. Le motif d'interférence. Passé le choc initial, l'équipe a procédé comme le font toujours les chercheurs expérimentés face à un phénomène inexplicable. Ils ont pris du recul, réanalysé les données depuis le début, isolé les images ayant généré les concentrations d'alerte les plus élevées et entrepris une analyse beaucoup plus approfondie et rigoureuse. Au fil de l'analyse des résultats, une image se démarquait constamment. La même formation apparaissait systématiquement en tête de liste, produisant la plus forte densité d'alerte, quel que soit le nombre de traitements effectués. Finalement, ils ont isolé l'image et l'ont examinée de plus près. Ce qu'ils ont découvert était totalement inattendu. Le motif ne ressemblait ni à un dessin, ni à une figure artistique, ni même à un agroglyphe classique. Il semblait tout droit sorti d'un manuel de physique.
Plus précisément, il évoquait une figure d'interférence, ce type de structure visuelle qui se crée lorsque deux ondes ou plus interagissent. Imaginez deux pierres jetées simultanément dans un étang parfaitement calme. À mesure que les ondulations se propagent, elles finissent par se rencontrer, créant un réseau complexe de crêtes et de creux qui se chevauchent. Ces figures ne sont pas aléatoires. Les physiciens peuvent les modéliser mathématiquement avec une précision remarquable, car elles obéissent à des lois physiques prévisibles. C'est ce qui rendait cette découverte si inhabituelle. La géométrie interne de l'agroglyphe semblait correspondre à ces figures d'interférence, avec une précision extraordinaire. Plus surprenante encore, l'IA a découvert cette relation d'elle-même. Personne ne lui avait demandé de rechercher des comportements ondulatoires, des structures d'interférence ou quoi que ce soit de similaire. Pourtant, dès que le système a reconnu le motif, son traitement de la formation a été fondamentalement modifié. Il a cessé de la traiter comme une simple image et a commencé à la traiter comme un signal. Au lieu de rechercher des formes et des caractéristiques visuelles, elle s'est mise à chercher des structures cachées, des informations dissimulées et des signes d'encodage délibérés. Naturellement, les chercheurs ont suivi cette piste. Si l'IA interprétait la formation comme un signal, alors il y avait peut-être un signal caché à l'intérieur. Ils ont essayé toutes les méthodes de décodage possibles. L'analyse binaire n'a rien donné. Les formats de chiffrement connus n'ont rien donné non plus. Les protocoles de communication connus n'ont rien donné. Chaque test a abouti à la même impasse frustrante. La formation continuait de se comporter comme des données, mais aucune donnée concrète ne pouvait en être extraite. Cette contradiction soulevait une question à laquelle personne dans la pièce ne pouvait répondre. Si ce n'était pas un signal, pourquoi l'un des systèmes de reconnaissance de formes les plus avancés jamais conçus s'obstinait-il à le traiter comme tel? L'équipe examina toutes les possibilités, mais aucune explication ne semblait satisfaisante. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le docteur Elena Krapsov allait orienter l'enquête dans une direction totalement inattendue. Le test de compression. Il était bien après minuit lorsque le docteur Elena Krapsov se retrouva enfin seule à la station de travail d'analyse. Plus tôt dans la soirée, elle avait renvoyé le reste de l'équipe chez eux. L'expérience lui avait appris une leçon importante au fil des ans. Certaines découvertes sont plus faciles à assimiler lorsqu'on est seul. Certains résultats nécessitent du temps pour se stabiliser avant qu'on puisse se fier à sa propre interprétation. En tant qu'analyste de données principales du projet, Elena était connue pour une caractéristique essentielle. Elle ne rejetait jamais de données inhabituelles, simplement parce qu'elles semblaient impossibles. Là où de nombreux chercheurs voyaient des anomalies qu'il fallait rationaliser ou expliquer, elle y voyait des questions sans réponse, qui ne demandaient qu'à être explorées. Elle était convaincue que les résultats les plus étranges surgissaient souvent lorsque l'on se posait les mauvaises questions. C'est cette perspective qui l'a poussée à tenter une chose étonnamment simple. Un test de compression. Le principe de base de la compression est assez facile à comprendre. Tout système de compression numérique fonctionne en identifiant et en éliminant les informations redondantes. Les motifs simples se compressent extrêmement bien car ils contiennent des éléments répétés. Les motifs plus complexes se compressent moins bien, mais leur taille diminue tout de même. Pratiquement tous les fichiers numériques jamais créés obéissent à ce principe. Elena a chargé l'image isolée du crop circle dans le système et a lancé l'algorithme. Le résultat l'a immédiatement interpellé. Au lieu de diminuer de taille, le fichier s'est agrandi. Elle fixa l'écran pendant quelques secondes, posa délicatement sa tasse de café sur le bureau et relança le test. Une fois encore, le fichier avait grossi, supposant qu'il y avait forcément une erreur. Elle opta pour un algorithme de compression complètement différent. Le résultat demeura inchangé. Plusground, elle s'est déplacée vers un autre poste de travail, a chargé l'image originale depuis le début et a répété tout le processus. Encore plus grand, quelle que soit la méthode choisie, le résultat restait exactement le même. Ce que le docteur Elena observait et qu'elle décrirait plus tard comme le moment où la pièce sembla se déplacer subtilement autour d'elle, était un motif d'une complexité non redondante si extraordinaire que le logiciel de compression ne pouvait identifier aucun élément qu'il pouvait éliminer sans risque. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Au lieu de réduire l'information, les systèmes ont été contraints d'en générer davantage, simplement pour traiter et décrire ce qui existait déjà. Pour mieux comprendre ce qu'elle observait, Elena a comparé ce phénomène à deux systèmes que les scientifiques connaissaient bien. Le premier était le chiffrement cryptographique, où une surface apparemment simple peut dissimuler de vastes couches d'informations codées.
Le second était l'ADN, où une structure moléculaire compacte révèle une complexité étonnante une fois décodée. Ces deux exemples ont démontré comment d'immenses quantités d'informations pouvaient en être dissimulées dans des structures d'apparence trompeusement petites et simples. Or, ces phénomènes semblent s'étendre bien au-delà de ces deux comparaisons. Dans les systèmes cryptographiques, la logique sous-jacente persiste même lorsque le message lui-même demeure inaccessible. Grâce à l'ADN, les scientifiques comprennent c'est de l'architecture qui régit l'encodage et l'expression de l'information. Dans chaque système complexe que l'humanité a réussi à étudier, on retrouve toujours une structure sous-jacente identifiable. Ce crop circle, Louis, n'en offrait aucune. Il n'y avait aucune logique identifiable, aucune structure organisationnelle familière, aucune architecture de codage connue. Et pourtant, malgré l'absence de tout cadre reconnaissable, la complexité persistait. Plus l'équipe approfondissait ses investigations, plus elle découvrait de structures. Le schéma restait cohérent, révélait sans cesse de nouvelles strates et s'étendait au-delà des capacités de leurs outils analytiques les plus avancés à le cartographier ou à l'expliquer pleinement. C'est ce détail qui a tenu le docteur Helena assise devant son poste de travail jusqu'au lever du soleil. Ce n'était pas le résultat en lui-même qui la troublait, mais ce qu'il semblait suggérer. Et aussi inquiétante que fût cette implication, ce n'était même pas la découverte qui allait empêcher le reste de l'équipe de dormir. Quelque chose a construit ça. Au moment où le docteur, le lendemain matin, Helena réunit toute l'équipe pour une réunion d'information. L'atmosphère au sein du laboratoire avait nettement changé. Il ne s'agissait pas de personnes promptes à tirer des conclusions hâtives ou à se perdre dans des théories farfelues. C'étaient des data scientists, des ingénieurs et des analystes dont la carrière reposait sur la recherche d'explications logiques à des phénomènes qui, de prime abord, semblaient inexplicables. Leur mission était de dissiper le mystère, non de l'accroître. Pourtant, cette fois, malgré leur connaissance et leur expérience, ils étaient à court de réponses. Ce qui les troublait le plus n'était pas l'incapacité de l'IA à identifier les schémas, mais la manière précise dont elle échouait. Le système ne signalait pas ces formations comme il l'aurait fait pour des fichiers corrompus, des interférences aléatoires ou des ensembles de données incomplets. Au lieu de cela, il produisait exactement les mêmes avertissements que ceux habituellement réservés aux choses qui semblaient intentionnellement trompeuses. Les mêmes systèmes de détection utilisés pour identifier la fausse monnaie, les mêmes signatures comportementales conçues pour démasquer les contenus truqués, les mêmes alertes déclenchées par des informations cryptées délibérément dissimulées, masquées ou déguisées. Il ne s'agissait pas d'avertissements liés au hasard ou à une complexité accidentelle, mais à une conception intentionnelle. Cette distinction a complètement changé la donne. L'IA ne disait pas « Cela semble aléatoire et je ne peux pas déterminer de quoi il s'agit ». Ou elle disait « Cela semble intentionnellement construit et je ne peux toujours pas déterminer de quoi il s'agit ». Pour les personnes présentes dans la pièce, il s'agissait de deux conclusions diamétralement opposées. Motifs aléatoires, formations naturelles, créations artistiques, structures artificielles. Le système avait analysé des millions d'exemples sans hésiter. Il avait déjà rencontré de la complexité. Il avait déjà géré l'ambiguïté. Mais quelle que soit la nature de cette formation, elle semblait échapper à toutes les catégories que l'IA savait reconnaître. Et pour la première fois, une idée fit son apparition, une idée que personne n'était prêt à prendre au sérieux. Et si ce n'était pas simplement un schéma? Et si c'était un message? Quelques rires gênés résonnèrent dans la pièce ou aux pièces, de ceux qu'on pousse lorsqu'une possibilité dérangeante surgit avant qu'on soit prêt à l'affronter. Mais ces rires furent de courte durée. En quelques instants, tous les regards se tournèrent à nouveau vers les données affichées à l'écran. Et soudain, l'idée ne parut plus aussi absurde qu'elle l'avait été quelques secondes auparavant. Le champ. L'équipe arriva sur les lieux peu avant l'aube, alors que les premières lueurs du jour s'étiraient encore doucement à l'horizon, et que l'air frais conservait encore la fraîcheur de la nuit. Vue du bord du champ, la formation paraissait étonnamment ordinaire. Elle ressemblait aux agroglyphes que l'on avait vus d'innombrables fois en photo, dans des documentaires et des reportages. Un grand motif circulaire imprimé dans un vaste champ de blé. Étrange, certes, mais pas invraisemblable. De loin, on pouvait facilement supposer qu'une explication simple attendait d'être découverte. S'en approcher semblait tout à fait normal. Mais une fois à l'intérieur, l'expérience fut tout autre. Ce qui les frappa d'abord, ce fut l'immensité du phénomène. Sur les photos aériennes, la géométrie paraissait détaillée mais gérable. Se tenir au cœur de la formation révéla une toute autre réalité. Le motif s'étendait dans toutes les directions.
bien plus loin qu'il n'y paraissait vu du ciel. Entourés par sa géométrie, les chercheurs prirent soudain conscience de leur propre immensité. La formation n'était pas seulement grande, elle était immense. Son échelle impressionnante incite naturellement à se demander ce qui a bien pu la créer. La deuxième chose qui les frappa fut le silence. À l'extérieur de la formation, une douce brise matinale caressait le blé, faisant onduler les tiges d'un bruissement doux et familier. À l'intérieur, en revanche, tout semblait étrangement immobile. Aucun mouvement visible, aucun déplacement subtil des plantes, aucune réaction à cette même brise qui soufflait dans le champ environnant. Le contraste était frappant, mais la plus grande surprise survint lorsqu'ils commencèrent à examiner le blé de plus près. Les plantes n'avaient pas simplement été couchées au sol. Chaque tige semblait avoir été pliée à un angle presque parfait de 90 degrés, sans être cassée, ni fendue, ni desséchée, ni endommagée comme le font généralement les plantes vivantes lorsqu'on leur applique une force. Les tiges restaient vertes, saines et intactes. Elles semblaient moins avoir été écrasées que soigneusement pliées. Les bacs étaient d'une uniformité remarquable, répétés des milliers de fois sur une surface équivalente à plusieurs terrains de basket. En s'agenouillant pour observer de plus près, les chercheurs découvrirent quelque chose d'encore plus inhabituel. Les plantes étaient entrelacées en couches complexes. Une tige repliée sur une autre, une troisième les croisant toutes les deux, formant un agencement imbriqué d'une précision étonnante. Plus ils l'examinaient, moins cela ressemblait à de la végétation aplatie, et plus cela évoquait un travail artisanal méticuleux.